Mmh. C'est de la bombe, bébé. Coucou, bonjour tout le monde. Et ben aujourd'hui je pète la forme, donc je vais vous faire une vidéo point lecture où je vais vous présenter ma première partie des lectures pour le Pumpkin Autumn Challenge qui se termine bientôt puisqu'il se termine dans allez, une dizaine de jours. Donc il me reste quelques jours pour terminer ce challenge, mais j'ai déjà quelques livres à vous présenter. On va donc commencer sans tarder. Dans le menu automne frissonnant, on avait la première catégorie Je suis Médée, vieux crocodile. Et il fallait lire un livre qui parle de trahison, un thriller, un policier, un livre d'horreur ou d'épouvante. Moi j'avais fait le choix en fait de lire un policier. J'ai donc lu Jussi Adler-Olsen, Délivrance, qui est le tome 3 de la saga des enquêtes du département V, avec le commissaire Karl Mork, et aussi ses nouvelles recrues qui sont donc Assad et Rose aussi, beaucoup plus récemment. Deux autres donc collègues de travail qui vont travailler sur les cold cases, c'est-à-dire qui vont résoudre des vieilles affaires qui prennent la poussière, qui n'ont pas été résolues, au Danemark, puisque ça se passe au Danemark. Donc ici, dans ce tome 3, Délivrance, ils vont enquêter sur une bouteille à la mer qui s'est retrouvée dans le bureau d'un des collègues policiers et qui contient un message, lequel a été écrit en lettres de sang, qui ne date pas d'hier et qui a été repêché, je sais plus où exactement, au large d'un fjord. Donc c'est un livre qui parle de séquestration d'enfants. Les histoires qui sont décrites ici sont extrêmement glauques. On va parler d'un contexte familial un peu particulier qui existe effectivement, on sait que ça existe, et qui fait qu'il y a certains secrets de famille qui ont du mal un petit peu à percer, à être mis à jour, parce que dans certains contextes familiaux, c'est pas évident. Donc du coup, vous allez très vite, en lisant ce livre, comprendre de quoi il s'agit, mais je voulais vous donner mon opinion sur ce tome 3. Écoutez, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Pour moi, le meilleur reste le premier, qui parle aussi de séquestration d'une femme, cette fois-ci. Ici, dans Délivrance, on est plutôt sur des violences faites aux enfants. Et je vous avoue qu'il m'a vraiment passionné ce livre parce que il y a beaucoup de suspense. Le temps que le message de la bouteille ne soit déchiffré, il se passe quand même de longues pages et pendant lesquelles on découvre tout le travail des enquêteurs de la scientifique pour essayer de déchiffrer, de décoder les traces, les substances, le sang, la qualité du papier, l'âge, etc. Tout est passé vraiment en revue pour essayer de décrypter ce message de manière à arriver le plus rapidement possible vers la victime. J'ai donc trouvé que Jussi Adler-Olsen, une fois de plus, réussit à nous donner beaucoup de suspense dans ce roman qui se lit quand même vraiment, c'est un page turner. Hein. Les Jussi Adler-Olsen, ça se lit tout seul. Vous voyez, il y a la easy listening en musique, tu vois, genre qui coule toute seule. Et ben là, ça se lit tout seul. Vraiment, si vous aimez le genre policier, ça devrait être votre base, ça devrait être votre livre de chevet. C'est vraiment génial. Les tomes s'enchaînent, etc. Enfin, il y en a déjà plusieurs qui sont parus. Vraiment, si vous voulez commencer des enquêtes avec des personnages qui sont mystérieux, qui sont un peu désabusés, qui sont vraiment tout le contexte de ces affaires est vraiment génial. Et pour moi, c'est l'une des meilleures sagas policières à ce jour. Voilà, donc Jussi Adler-Olsen, un véritable petit bijou. On est pratiquement dans un coup de cœur. Vraiment, j'ai hâte de continuer cette saga avec impatience parce que j'ai quelques tomes d'avance dans ma pile à lire. Gigantesque comme vous le savez puisque je vous en parle dans ma dernière vidéo. Toujours dans le même menu, mais dans la catégorie Les chimères de la Sylve Rouge, il fallait lire un livre qui parle de vampires, de créatures de la nuit, de macabres, de ténèbres ou de gothique. Alors moi j'ai choisi de lire le deuxième tome de la saga Le Passage de Justin Cronin qui s'intitule Les 12. Donc il s'agit aussi d'un énorme pavé qui n'a rien à envier au premier. Alors de quoi ça parle? Déjà dans le passage, dans le premier tome, vous découvrez que le monde a été dévasté par des créatures de la nuit. En fait c'est un virus qui s'est échappé d'un laboratoire avec 12 créatures originelles qui sont atteintes, on va dire, d'un virus qui les rend très spécifiques et qui attaquent les humains et qui décident de les rayer de la carte, quoi. Mais on évolue dans un monde apocalyptique et on suit un personnage qui s'appelle Amy,
qui est une fillette que l'on voit ensuite à l'âge adulte. Et effectivement, il y a une temporalité qui est très originale dans ces livres hein, de Justin Cronin, notamment dans le premier tome. Et ici, dans le deuxième tome, j'ai eu du mal à me situer au départ à quel moment on se situe. Donc on se situe au moment en fait où l'apocalypse est en train de se dérouler. On suit plusieurs tranches de vie de différents personnages qui essayent tant bien que mal de réagir à la situation. On les suit un petit peu comme ça pendant quelques centaines de pages. J'ai donc eu du mal à rentrer dans ce deuxième tome, et puis ensuite on retrouve finalement ces 12, un petit peu ce qui les relie, leur psychologie, ce qui s'est passé avant, etc. Donc j'étais très heureuse de les retrouver, et d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe. Très heureuse aussi d'avoir retrouvé mon personnage de Amy. En tout cas, j'ai trouvé ce tome très prenant parce qu'il y avait beaucoup de violence. Donc il y avait vraiment des scènes un peu what the fuck, beaucoup de tension et énormément de violence entre les humains même. Pas que avec ces fameuses créatures. Donc j'ai trouvé ce récit vraiment passionnant, mais pas depuis le début, en fait, j'ai eu du mal à rentrer dedans. C'est quand même des textes qui sont assez exigeants, un peu à l'instar d'un Stephen King qui prend son temps. Là aussi, on a des personnages dont la psychologie est extrêmement détaillée, donc on peut avoir du mal à rentrer dedans. Ce n'est pas un livre que je conseillerais, ce n'est pas une trilogie que je conseillerais à des personnes qui débutent forcément les livres post-apo ou de science-fiction. Mais si vous êtes assez courageux, que vous avez vraiment envie de vous lancer dans une grosse saga qui n'a rien de compliqué à lire, qui n'a rien de compliqué à comprendre, mais qui demande simplement un engagement à long terme, et ben je vous conseille la saga du passage de Justin Cronin, et en l'occurrence du coup le tome 2 que j'ai trouvé vraiment fascinant. Pour le menu automne, douceur de vivre, dans la catégorie Il fut un temps épouvantail, il fallait lire un livre qui parlait d'Halloween, Samhain, de l'automne. Le seul livre que j'avais, je sais pas si vous vous rappelez, c'était ce Barbet d'Aurevilly avec L'Ensorcelé, que je rêvais de lire. Il s'agit donc d'une œuvre classique avec une préface écrite par Hubert Join, qui est passionnante pour comprendre un petit peu le contexte historique de l'œuvre. Donc effectivement, Barbet d'Aurevilly était très près de ses sous, il s'est exilé en Normandie pendant la période en fait de la chouannerie. Donc c'était une guerre civile qui opposait les révolutionnaires avec les partisans de l'ancien régime, donc plutôt pro-royalistes, qui étaient rattachés, on va dire, à l'ancien temps, à la paysannerie. Et Barbet d'Aurevilly a retrouvé lui aussi une certaine nostalgie, il s'est reconverti au christianisme et puis à la foi catholique, et il avait envie en fait de retrouver un petit peu cet ancien régime, et donc pour retrouver l'ambiance de la lande du lait sec qu'il apprécie tout particulièrement, il a décidé d'écrire L'Ensorcelé. L'Ensorcelé, c'est donc un récit qui parle d'une jeune femme que l'on voit ici un petit peu sur la couverture, je sais pas si vous voyez bien, on voit un visage de femme gris, avec une chevelure rousse qui se fond un petit peu avec des feuilles d'automne. Donc effectivement, on a l'impression que cette femme est morte, et sans vouloir vous dire qui c'est, je peux tout de même vous dire que on va parler d'une dame qui est issue de la noblesse, hein, qui s'appelle Jeanne, et dont le destin va croiser celui d'un abbé. C'est l'abbé de la Croix-Jugan, si je me rappelle bien. Cette femme a été retrouvée noyée dans le lavoir du village. Alors, on est dans un récit qui est extrêmement sombre. Ce sont en fait d'autres personnages qui vont retracer l'histoire de cet abbé, qui vont raconter son retour au village, la manière dont il a perdu aussi la moitié de son visage, il porte une capuche pour se cacher, etc. Donc on est dans un récit très très sombre, mais si vous voulez, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, je peux donc pas vous en parler encore de manière vraiment très concrète. Je vais lui redonner une chance en début d'année prochaine à ce roman, parce que je trouve que l'écriture de Barbet d'Aurevilly est splendide, et j'ai vraiment envie de retrouver cette histoire dont je n'ai pas saisi toutes les... Voilà, le contexte historique, je l'ai compris, mais j'ai pas saisi toutes les nuances de cette histoire. J'ai pas été dedans, c'était pas le bon moment pour le lire. Par contre, je désire vous en lire un petit passage pour que vous voyez la beauté de l'écriture de Barbet d'Aurevilly, si toutefois vous avez envie de vous plonger dans ce roman. Généralement, ces landes ont un horizon assez borné. Le voyageur, en y entrant, les parcourt d'un regard et en aperçoit la limite. De partout, les haies des champs labourés les circonscrivent. Mais si, par exception, on en trouve d'une vaste largeur de circuit,
On ne saurait dire l'effet qu'elles produisent sur l'imagination de ceux qui les traversent, de quel charme bizarre et profond elles saisissent les yeux et le cœur. Qui ne sait le charme des Landes? Il n'y a peut-être que les paysages maritimes, la mer et ses grèves qui aient un caractère aussi expressif et qui vous émeuvent davantage. Elles sont comme les lambeaux, laissés sur le sol, d'une poésie primitive et sauvage que la main et la herse de l'homme ont déchirée. Haillons sacrés qui disparaîtront au premier jour sous le souffle de l'industrialisme moderne, car notre époque, grossièrement matérialiste et utilitaire, a pour prétention de faire disparaître toute espèce de friche et de broussailles, aussi bien du globe que de l'âme humaine. Asservie aux idées de rapport, la société, cette vieille ménagère qui n'a plus de jeûne que ses besoins et qui radote de ses lumières, ne comprend pas plus les divines ignorances de l'esprit, cette poésie de l'âme, qu'elle veut échanger contre de malheureuses connaissances toujours incomplètes, qu'elle n'admet la poésie des yeux, cachée et visible sous l'apparente inutilité des choses. Pour peu que cet effroyable mouvement de la pensée moderne continue, nous n'aurons plus dans quelques années un pauvre bout de lande où l'imagination puisse poser son pied pour rêver, comme le héron, sur une de ses pattes. Alors, sous ce règne de l'épais génie des aises physiques qu'on prend pour de la civilisation et du progrès, il n'y aura ni ruines, ni mendiants, ni terre vague, ni superstitions, comme celles qui vont faire le sujet de cette histoire, si la sagesse de notre temps veut bien nous permettre de la raconter. Donc on voit bien dans ce passage de Barbey d'Aurevilly son rattachement à l'ancien régime, sa nostalgie du passé, son rejet un petit peu de l'industrialisme aussi moderne, et peut-être aussi une petite, à la fin, une petite pointe d'amertume, petite allégorie, parce que moi j'ai le sentiment aussi qu'il parle un petit peu de l'incertitude quant à la publication de ce roman, qui paraissait effectivement en feuilleton. Barbey d'Aurevilly ne sait pas non plus comment sera accueilli ce roman, qui mélange un petit peu une part de fantastique et de réel. Donc voilà, ça peut être très intéressant quand même de se plonger dedans, il est pas très long. Moi je vous le conseille quand même, parce que la plume de Barbey d'Aurevilly vaut vraiment le coup. Si vous avez envie de lire une œuvre classique, je vous dirige vers L'Ensorcelé, tant qu'on est encore en 2020, hein, et que le climat est un peu merdique et qui nous invite à lire des romans un petit peu sombres avec un climat assez glauque. Toujours dans le même menu, il y avait la catégorie siroté à un chocolat chaud à la cannelle sous les saules, et il fallait lire un livre d'anthropomorphisme, enfance, feel good ou cocooning. Donc ici j'avais l'intention de lire au départ Les Frères K, et puis j'ai changé d'avis. C'était un pavé, je me sentais pas de le lire tout de suite. J'ai donc décidé de caser dans cette catégorie un petit livre pratique. J'harmonise mes chakras, parce que quoi d'autre dans la catégorie feel good qu'un petit livre qui justement parle des chakras, qui parle du yoga, du bien-être et de se retrouver au travers de ces énergies. Donc ici ça a été écrit par Valérie Robert dans la collection Poche Le Duc, et c'est là, le rayon ésotérisme, donc vous allez le retrouver dans les rayons ésotériques de vos libraires. Alors, je l'ai payé 6 €, hein, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je trouve que les guides sur les chakras sont en général assez chers, et je voulais vraiment un petit livre pas cher que j'allais pouvoir stabiloter entièrement pour justement redécouvrir mes chakras que j'avais un petit peu perdu de vue. J'avais envie de me reconcentrer sur eux, je sentais que j'avais des blocages à certains niveaux, en particulier le chakra de la gorge, etc. Et je désirais en fait redécouvrir, réouvrir, réharmoniser mes chakras. J'ai donc découvert dans ce petit guide des choses très très intéressantes, puisque on va partir du chakra qui est situé le plus à la base, le chakra racine, jusqu'au chakra couronne, et peut-être même au-delà, puisqu'il y a quelques chapitres qui sont consacrés aussi à l'aura. Vous allez passer en revue chaque chakra avec ses principales caractéristiques, les mantras, les pierres, les couleurs qui y sont associées, les pathologies reliées à un chakra qui est un petit peu dysfonctionnel. Et donc j'ai trouvé ça très très intéressant, parce que j'ai vraiment trouvé exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire un petit guide concret, très pratique, très rapide à lire pour reconnecter avec ces différents chakras. On apprend aussi à travers différents exercices à les ouvrir, à les harmoniser en quelque sorte. C'est ce qu'il appelle harmoniser ses chakras. Mais moi, ce que je cherchais, c'était un guide où je puisse en fait d'un tour d'horizon ouvrir tous les chakras
faire circuler l'énergie, la faire ressortir et ensuite la faire repénétrer dans mon corps, comme je faisais au départ. Et ça, j'ai pas réussi à le retrouver dans un guide, en tout cas dans ce guide-là. Mais c'est déjà pas mal du tout, ça m'a vraiment remis au goût du jour un petit peu les différents chakras, à quoi ils servent, et je sentais vraiment que j'en avais besoin. L'objectif feel good est donc rempli. On est dans la catégorie Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette, où il fallait lire un livre qui parle entre autres de créatures légendaires, de légendes, de mythes, de fantastiques, petits peuples, féeries ou contes. Alors c'était hyper intéressant pour moi de caser ici Kazuo Ishiguro avec le géant enfoui. Ici on est dans l'Angleterre au Moyen-Âge et on va retrouver deux vieillards, un couple de vieillards qui va quitter son village pour partir à la recherche de leur fils, qui est aujourd'hui adulte et qui a quitté le domicile familial il y a de nombreuses années. Ils ont donc l'espoir de le retrouver dans un des villages voisins, mais la route va être longue, ils sont plus tout jeunes, et il y a des complications puisque la femme, on sent qu'elle a pas... en tout cas tous ses moyens pour faire peut-être un voyage d'une telle envergure. Alors son mari, qui est toujours aux petits soins, s'inquiète un petit peu pour elle. Ils vont quand même partir à l'aventure, donc vous imaginez traverser la forêt et puis surtout traverser des contrées dangereuses puisque elles sont peuplées à la fois de personnes qui sont un petit peu mal intentionnées, mais aussi de créatures fantastiques. On y retrouve des dragons, des ogres, des géants, etc. Donc c'est vrai que c'est un roman qui mêle, c'est un conte pour adultes, hein, qui mêle vraiment du fantastique avec un récit plus romancé. Et ici, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est un roman qui parle de la mémoire, mais surtout ce que j'ai adoré, c'est la relation vraiment de ce couple qui est absolument extraordinaire, la tendresse qu'il y a entre ces deux personnes âgées qui partent pour une quête en fait ils vont avoir une quête pendant le récit qui va leur être confiée. Ils vont croiser d'autres personnages, notamment des personnages des légendes arthuriennes. Donc si vous aimez ça, peut-être que ce roman va aussi vous parler, effectivement. Ça peut être le cas. En tout cas, moi j'ai adoré ce récit. L'écriture est empreinte d'une poésie, d'une innocence, d'une tendresse. J'ai adoré la manière dont vraiment cette histoire est contée. C'est une œuvre, c'est aussi un petit moment cocooning en fait ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et je vous la conseille à 1000%. Si vous avez jamais lu cet auteur, je vous conseille vraiment de commencer par Le Géant enfoui. Je trouve que c'est le roman parfait pour cette fin d'année, donc je vous le conseille 1000 fois. Toujours dans le même menu, il y a une catégorie A Windows to the Past qui parle de sorcières, sorciers, SFFF et de magie. Donc en fait, à la base, je voulais le mettre comme roman bonus, mais j'ai fini par l'inclure dans le Pumpkin Autumn Challenge et je vais vous parler de La Faucheuse de Neal Shusterman. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce roman. Ça se lit extrêmement rapidement. C'est un récit young adulte avec une écriture très simple au service d'une histoire qui se déroule sous vos yeux avec toujours plus de fougue qui vous donne envie de continuer, des personnages attachants et vraiment beaucoup d'action. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une histoire qui se passe dans un futur lointain dans lequel les humains ont enfin accédé à l'immortalité. Ils peuvent même se rajeunir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne meurent pas. Ils vont pouvoir évoluer dans un monde où la technologie règne, mais la technologie au service vraiment de l'humanité, avec ce qu'on appelle le Thunderbird, qui est une espèce de super ordinateur qui régit un petit peu tous les problèmes des humains, qui légifère, qui fait vraiment régner la paix dans le monde. Donc j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Les humains vivent plutôt heureux, il n'y a pas de grandes disparités de richesse voilà, les gens vivent en harmonie. Après, l'humain reste l'humain, mais ça se passe globalement très bien. Et on fait appel en revanche à une population de faucheurs qui obéissent à des principes très stricts pour glaner en fait des humains, parce que sans réguler la population, on serait un petit peu trop nombreux sur Terre. Ils vont donc se baser sur les statistiques des décès qui se passaient donc dans l'ancien monde, donc dans notre monde où nous étions encore que de simples mortels, et ils vont sur la base de ces statistiques glaner des humains en faisant attention vraiment à leur déontologie dans le cadre de leur métier, parce que eux ils sortent un petit peu du système en fait, ces faucheurs.
L'un de ces faucheurs, Maître Faraday, va recruter 2 jeunes adultes, Citra et Rowan, pour devenir faucheur à son tour. Par contre, il n'y en a qu'un des deux qui va pouvoir accéder au poste, et celui qui gagnera devra glaner l'autre. Sauf que les 2 jeunes gens se prennent très rapidement d'amitié, il y a même des sentiments un petit peu naissants entre eux, ils sont un petit peu dans la même galère. Donc en fait, ils n'ont pas choisi d'être faucheurs, ils ont vraiment été choisis par Maître Faraday pour voilà, pour postuler pour accéder à ce poste, donc par curiosité, et puis aussi parce que ils ont des événements dans leur passé qui font qu'ils ont besoin d'aller rechercher d'autres expériences. Ils vont donc accepter et suivre les enseignements du maître faucheur qui est le leur. Mais vers la page 200 à peu près, un événement très marquant va arriver auquel on s'attend pas, et à partir de là, tout le récit va vraiment s'accélérer. On a vraiment nos 2 personnages qui vont soudainement prendre beaucoup d'importance dans le récit. Et il y aura une quête, il y aura vraiment des aventures qui vont leur arriver. C'est extrêmement passionnant, j'adore l'univers, j'adore la façon dont Neal Shusterman a vraiment construit son univers en ne laissant rien au hasard. Donc c'est super intéressant, l'univers est très bien construit, comme je disais, l'écriture est simple, mais c'est vraiment au service d'une histoire qui avance, qui se déroule sous nos yeux. On est pris d'empathie avec les personnages, c'est vraiment génial. Je prends mon pied et je vais devoir m'armer de patience avant d'acheter, avant de me jeter sur le 2e tome, parce que j'ai qu'une envie, c'est vraiment d'enchaîner les tomes de La Faucheuse. Donc là, c'est un livre que je vous conseille à 1000%, pour moi, c'est un coup de cœur. Et ben voilà, ce petit point lecture est terminé. Il me restera donc 5 lectures à vous présenter pour la 2e partie de ce point lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous font envie. Peut-être en particulier La Faucheuse, peut-être que je vous ai ouvert de nouveaux horizons avec Barbador et Villy, peut-être que La Lande du Laissé vous parle un petit peu, peut-être que vous avez envie de vous plonger dans le géant enfoui de Ishiguro pour découvrir un petit peu des mythes et légendes. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis par rapport à ce point lecture, et moi je vous retrouve dans un prochain point lecture qui sera donc la 2e partie. Je pense la tourner début décembre. Entre temps, il y aura une autre vidéo qui paraîtra, mais ça c'est une surprise. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye, bisous. C'est de la bombe, bébé. Voilà, l'histoire se répète toujours et sans fin. On va y arriver. Bonjour tout le monde, et ben aujourd'hui je pète la forme, donc je vais vous faire une vidéo point lecture. On va y arriver. Yeah, yeah, yeah. Oh putain, oh my god. Je pensais que je vais y arriver aujourd'hui à faire une vidéo. Je sais pas. Je suis moyennement motivée. Bah je vais reboire un coup, tiens. Je peux vous faire une vidéo ASMR aussi, si vous voulez. Et bah bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans un cadrage un peu différent, avec un guest, le monsieur là-haut, qui a décidé de regarder par la fenêtre. Bonjour Magnéto, dis bonjour à la caméra. Bon, il s'en fout. Ah, bonjour. Coucou. Coucou. Yeah, yeah, yeah. On va y arriver, hein. Je vais me recadrer de suite, correctement, pour vous parler, même si c'est un plaisir d'avoir le minou à côté.